Jana Nina Perkovic, autour de l'humour, et bien plus encore. Nous avons deux femmes, deux voix singulières, deux manières de manier l'humour pour faire passer en douceur des messages parfois douloureux, des interrogations existentielles, des souvenirs traumatiques, des portraits de famille taillés à la serpe, beaucoup d'humour noir. Les romans d'Isabelle Wéry et Sladjana Nina Perkovic foncent pied au plancher à travers des thématiques fortes et ancrées dans leur temps. Pour continuer sur la métaphore du pied au plancher, ces deux romans, les femmes de ces romans trouvent des chemins de traverse pour évoquer des sujets parfois sensibles, voire lourds. Et l'humour sous la plume de ces autrices devient un véritable langage qui traverse les frontières, puisqu'Isabelle Wéry est belge et Sladjana Nina Perkovic est serbo-croate. De Bosnie. De Bosnie. Bosnienne. Il y a écrit traduit du serbo-croate. L'incident diplomatique. Voilà, ça commence bien. On n'a pas commencé. Bon, vous voyez, l'humour, les plus mauvaises blagues sont celles qu'on ne fait pas exprès de faire. Alors, Isabelle Wéry, son dernier roman est Rouge Western. Il est publié au Diable Vauvert. Et Sladjana Nina Perkovic est publié aux éditions Zulma avec son roman Dans le fossé, traduit par Chloé Billon. Oui, la langue s'appelle serbo-croate. Ouais, d'accord. Ah, c'est la langue, il y a une nuance donc, entre la langue serbo-croate et l'origine, dire géographique. Ok. On dira européen pour que j'arrête les incidents diplomatiques. C'est absolument improbable d'expliquer en fait comment et pourquoi. En fait, nous sommes. Je viens de Bosnie, mais je suis serbe de Bosnie, mais je parle pourquoi serbo-croate, une langue qui n'existe pas. Donc, si vous pouvez rester jusqu'à 18h, j'ai. Oui. Et afin de vous familiariser avec les voix singulières de ces autrices, nous allons commencer cette rencontre par une petite lecture de chacune, qui va lire quelques pages de son roman respectif. Et ensuite, nous parlerons d'humour, avec peut-être moins d'impairs diplomatiques. C'est moi qui vais commencer. Donc, il s'appelle Rouge Western. Et en très bref, c'est l'histoire d'une dame très âgée qui, pour son grand anniversaire, est dans ce désert incroyable, le désert de Tabernas, qui est un haut lieu de cinéma, où il y a beaucoup de tournages. Et elle est invitée dans cet hôtel qui est tenu par un chat et un chien. Voilà. Et je vais mettre... Ça, c'est une bonne blague. Alors... Le chat m'attend à l'aéroport, comme convenu. C'est un petit Rabelais mal rasé, Arnold Schwarzenegger, mais en chat. Il me demande, avec un accent espagnol à couper au couteau, « Tu es Madame Vanina ?»« Mademoiselle », je réponds, « Mademoiselle Vanina ». Et sans broncher, le chat empoigne ma valise. Et je crois que nous nous plaisons instantanément. Il m'ouvre la portière de sa vieille BMW, un modèle bien vintage. Des emballages crevés jonchent le sol du côté passager. Le chat se précipite pour les camoufler. En quelques indices, j'ai scanné des bribes de l'histoire de ce mec. « Bienvenue en Andalucía », dit-il. « Mais oui, bienvenue », je ricane. Mais le chat ne comprend pas ma taquinerie. Il fait démarrer la vintage et le paysage andalou se met à défiler. Et nous nous enfonçons dans des paysages désertiques des alentours de la grande ville. Et c'est assez époustouflant. Tout à coup, nous sommes en dehors de toute civilisation, dans des terres qui ressemblent à la planète Mars ou au Far West. On s'attend à voir apparaître une diligence. Les couleurs deviennent rouges, poussiéreuses. Le vent balaie tout ça et d'épais nuages poudreux s'élèvent de terre. Ça me rappelle des ambiances de films à la Mad Max. La chaleur est déjà crispante. Je me demande si je vais tenir le coup. C'est que j'ai tout de même 1000 ans. Et voilà. Merci à toi, Sladjana. Juste avant de commencer, c'est la première fois que je lis ce livre en français. Je l'ai écrit en serbo-croate, que je vous l'ai déjà dit, une langue qui n'existe plus, comme latin.
Et c'est un petit peu, c'est pas mon texte, en fait, c'est un petit peu le texte qui appartient aussi à ma traductrice. Donc, mais je vais essayer de le faire. J'avais dû traverser la moitié de la ville à pied. En général, nous payons les factures de l'appartement. Vous savez, l'électricité, le ramassage des ordures, le chauffage, le câble satellite et ce genre de choses. Bref, nous les réglons à la banque de notre quartier. Mais leur système informatique avait planté, ou un truc de ce genre. Et ils m'avaient rédigé vers leur agence centrale à l'autre bout de la ville. J'étais donc partie en expédition et étais entrée dans la banque bondée comme un stade un soir de finale de Coupe du Monde du football. Pour ne rien arranger, sur 7 guichets, seuls 3 étaient ouverts. Et les gens poussaient tellement qu'on ne savait plus où commencer et où finissait la queue. Leur distributeur de tickets de file d'attente, cet appareil sur lequel repose la civilisation, était en panne. Et c'était une véritable foire d'empoigne. Les gens se soufflaient à la gueule et juraient à voix basse avec beaucoup de scola. Mais aujourd'hui, cette dame sans sucre avait persifié une femme à la frange choucroutée quand nous avons laissé passer une femme enceinte. Puis une autre avait totalement pété les plombs en voyant qu'on faisait couper la file à un homme en fauteuil. « C'est bien pire pour moi, j'ai des varices. » Les gens s'étaient énervés, ça avait failli dégénérer en baston, mais ensuite le type chauve de la sécurité avait été arrivé et nous, qualifiant ouvertement et sans détour de péquenons mal élevés, il nous avait répartis sur 2 files, car le 3e guichet avait entre-temps fermé. Alors, je viendrai après justement une question sur la traduction et la complexité de traduire l'humour. Mais pour commencer, l'humour est profondément ancré dans la culture et les cultures de chaque pays. Ça peut être un langage, comme je disais en introduction, particulier. Ça peut aussi être une source préférée de tension et d'incompréhension. Comment définiriez-vous chacune l'humour de vos pays respectifs? Parce qu'on le sait, les Français aiment beaucoup se moquer des Belges et faire des blagues avec un Belge, un Anglais, un Chinois, etc. Comment se passe l'humour dans... Maintenant, en Belgique, c'est nous qui faisons des blagues sur la France. C'est juste. C'est une juste blague des choses. Mais je viens d'un pays, c'est vrai, surréaliste, où les images... vous voyez les tableaux de Magritte, ils sont composés d'images, d'éléments anachroniques, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de forme de décalage dans lequel on est en Belgique. Déjà, on a cette culture néerlandophone, la francophone, un peu d'allemande, et on cohabite tant bien que mal, et ça crée une forme de culture comme ça à plusieurs visages. Et je crois que c'est de naître dans cette fracture un peu identitaire qui fait que en Belgique, il y a une chose... On ne s'en rend pas très bien compte, puisqu'en étant belge, on est né dedans, donc c'est très... Mais il y a une forme, je me rends compte de... Mais oui, puis j'ai lu les poètes tels que Nouget, les surréalistes belges, etc., où en effet, il y a une forme de rapport à la langue, aux images, encore une fois, et à l'humour, c'est quelque chose qui nous a... Puis la bande dessinée aussi, avec cet humour... voilà, ces regards sur le monde un peu particuliers. Donc, ça vient de là, peut-être ? Oui, c'est une explication, effectivement, une filiation, si on peut dire. Après, comme je viens du théâtre, moi, je suis d'abord actrice. Donc, j'ai une formation d'actrice, de metteuse en scène, et j'ai écrit pour le théâtre. Et après, pour moi, ça a été le fait de rencontrer des écritures fortes, telles que, par exemple, Shakespeare, qui peut être extrêmement drôle dans certains textes, même tragiques, et qui manie l'humour avec beaucoup de force, et l'humour aussi dans les mots, la manière dont les dialogues sont construits, etc. Il y a mon désir, en tout cas, de mélanger l'humour et la tragédie. Et toi, oui, mais en Bosnie, c'est surtout faire des blagues, c'est une sorte de gilet de sauvetage. Parce que vous pouvez imaginer, vous probablement connaissez la Bosnie, en fait, on a beaucoup parlé de la Bosnie dans les années 90. Il y avait cette guerre triste. Mais aujourd'hui, personne ne parle de la Bosnie. On l'a un petit peu oublié, on l'a un petit peu mis à côté, mais on est toujours là. On est toujours là et ça se passe toujours très mal. La guerre, c'est terrible. Ce qui se passe après la guerre, c'est pareil, en fait. Ça peut être aussi terrifiant.
quelquefois ça peut être encore pire, ce qui se passe après. Et nous, pour ne pas tomber dans le pathos de survivre, en fait, et de ne pas sombrer dans une dépression, on fait beaucoup de blagues. Et quand je parle de la guerre, je ne parle pas juste de la guerre dans les années 90, je parle de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé en Bosnie. Et on a survécu grâce à ces blagues, en fait, qu'on adore faire. Et on a un humour particulier. Et qui nous, voilà, comme j'ai dit, c'est un gilet de sauvetage. Oui, effectivement, humour particulier qui se ressent dans ton roman, qui est assez rocambolesque, qui est parfois un peu absurde ou carrément gaguesque. Voilà, et qu'on voit beaucoup dans les films, dans la littérature, pas juste dans, en fait, ça a entré même dans la culture, en fait, partout, en fait, on retrouve toutes ces blagues, on essaye de faire des blagues même au moment où c'est pas drôle. Il y a beaucoup d'autodérision aussi. En Beaucoup. tout cas, ton personnage est beaucoup dans l'autodérision, alors d'elle-même, de sa culture, de sa famille aussi. Oui, c'est ce qui est important d'elle-même aussi. Voilà, comme tu as dit aussi. De notre condition, de ce qui se passe, ce qui nous arrive en fait au jour à jour. C'est tellement incroyable ce qui nous arrive qu'on est obligé de détourner en fait la réalité, voilà, pour rester vivant. Elle moque même beaucoup la culture slave et ce côté très mélancolique, puisqu'elle se retrouve donc, alors ce n'est pas un spoil, mais elle tombe dans un fossé. Il pleut, comme ça peut souvent arriver apparemment dans les Balkans. Et elle se moque de ce romantisme, de ce côté où on ne fait rien et on attend le destin. C'est plutôt, en fait, je voulais montrer la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine, qui a, en fait, la jeunesse qui va surtout partir, en fait, en Allemagne. C'est leur rêve, en fait. En fait, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de... Ils ne veulent rien changer. Ils sont là, juste, ils rêvent de partir en Allemagne et de faire n'importe quel travail, juste pour s'échapper. Ou, comme la jeune fille dans mon roman, elle veut juste rester chez elle et regarder la télé. Donc, j'ai un petit peu c'est elle, mais aussi c'est la jeunesse de la Bosnie. Mais quand je suis un petit peu... je parle comme ça de la jeunesse de la Bosnie. Je vais partir de ce pays. Donc, je suis partie à l'âge de 21 ans. Je me suis échappée aussi. Donc, c'est moi aussi, c'est mon image à moi. Je voulais rien changer, je voulais juste partir, en fait. Donc, c'est un petit peu moi aussi. Et là, cette question s'adresse à vous deux, puisqu'on devine quand même dans vos personnages, certes, ce sont des personnages fictifs, ce ne sont pas des autobiographies, mais on perçoit des choses de l'écrivaine dans le personnage. Qu'est-ce que vous mettez de vous ? Isabelle, c'est une vieille dame qui a 1000 ans, tu n'es pas une vieille dame qui a 1000 ans, mais qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce personnage de Mademoiselle Vanina ? Alors, beaucoup de choses. Au départ, je voulais aborder je voulais parler des violences, des abus sexuels, des violences faites aux femmes, au corps des femmes. Et je me disais, mais comment l'aborder, sous quel angle, etc. Je voulais trouver un angle particulier. Et j'ai choisi, en effet, de créer des personnages... des chimères, puisque cette femme, elle a 1000 ans, mais elle est peut-être toutes les femmes, et elle est peut-être toutes ces femmes que j'ai entendues, que j'ai rencontrées, dont j'ai entendu les témoignages de violence, etc. Et il me semblait qu'il fallait une femme de 1000 ans pour contenir tout ça. Et oui, bien sûr, moi je viens d'une famille où on riait pas beaucoup en fait, et qui était assez violente et qui était avec leur table. Et donc j'ai utilisé aussi ce matériau-là pour nourrir ce personnage de 1000 ans. Alors il ne s'agit pas du tout de mon histoire, mais il y a des racines, si j'ose dire. Et c'est là où l'humour m'a vraiment aidé à aborder des histoires tragiques, à les dépasser. Ça m'a vraiment aiguillé. Personnages très âgés dans la littérature, de femmes très âgées. Ça me semblait intéressant aussi, et important de décrire une histoire, l'histoire d'une femme qui a 1000 ans et qui est âgée, qui a vécu énormément de choses et qui est toujours aussi curieuse et désireuse de vivre et
Et je trouve ça important. C'est un acte féministe, je pense. Oui, c'est vrai que mettre en scène une femme, comme tu le dis, d'un certain âge, bon, alors que là, effectivement, 1000 ans, c'est malheureusement rare. Donc oui, c'est un acte féministe. Toi, En fait, j'ai parlé, il y avait beaucoup de choses qui parlent de ma famille, de mes voisins, parce qu'en Bosnie, la famille, c'est tout. Elle est omniprésente. Mais quand je parle de famille, je ne parle pas juste des parents, des frères, des sœurs. La famille, c'est aussi des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Après, même des témoins de mariage, en fait, il est très important, en fait. Et après aussi, je parle de la famille, on parle aussi des voisins. C'est une famille, avec les gens avec qui vous vivez, en fait, dans un immeuble. Bah, c'est en quelque part votre famille aussi, éloignée, mais ils sont toujours là, ils sont plus près peut-être qu'un cousin. Donc, et moi, j'ai grandi dans un énorme bar d'immeubles communiste, bien communiste, créé dans les années 60. Et le matin, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, elle ne travaillait pas, donc le matin, il y avait toujours ses copines qui venaient voir ma grand-mère. Où c'est nous, en fait, on allait boire des cafés. Et j'ai écouté les histoires depuis que je suis toute petite. Et il fallait juste écouter les histoires et faire tout ça, en fait, rassembler à une histoire. En fait, toutes ces petites histoires, je les ai utilisées pour écrire aussi des nouvelles, parce que j'ai publié des nouvelles aussi. Et ce qui est bien dans cette histoire, en fait, dans tout ça, moi, je peux écrire librement de tout, parce que ma famille ne lit pas, en fait, ce que j'ai écrit. Heureusement pour moi. Ils ne s'intéressent absolument pas à mon travail, donc je peux écrire n'importe quoi. Je n'ai pas peur qu'ils vont me... d'un procès pour diffamation. Voilà. J'écris même au début, en fait, je me suis un petit peu... entre parenthèses, j'écris si vous vous retrouvez dans ce livre, c'est le signe de votre paranoïa. Heureusement, personne n'a ouvert mon livre, donc... Ça se passe personne bien. De ta famille vraiment n'a... Et ça me soulage. Et quelque part, les gens, ils sont tous ça te fait pas, c'est triste et tout. Je dis non, je peux écrire librement. Il n'y a pas d'autocensure en fait. Je peux écrire tout ce que je veux sur n'importe qui. Je peux juste changer un petit peu et ils vont pas se retrouver en fait parce qu'ils vont pas l'ouvrir. Oui, c'est un bon moyen de se libérer d'une certaine autocensure et de mettre ce que tu veux de toi et exactement. de ta famille en fait. Voilà, et des voisins et tout. Justement, tu viens de parler de paranoïa au début c'est un petit peu l'introduction de ton roman. Les femmes, c'est un autre des points communs qui relient vos deux livres. Ces femmes, elles sont un petit peu paranoïaques. Mademoiselle Vanina est absolument persuadée. Ses neveux via les autres. Par l'intermédiaire des autres. Chez toi, Sladiana, l'héroïne est persuadée que, alors pour le coup, ce n'est pas un homme qui veut la tuer, mais c'est une proche parente. Et c'est vrai que Margaret Atwood, ça m'a fait penser, les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Est-ce que leur paranoïa vient-elle de ça, ou est-ce qu'elles sont juste un peu fatiguées, vos héroïnes, à chacune? Pourquoi une telle paranoïa? Mais parce que c'est une réalité. Quand on est femme, on a peur à certains moments dans la rue. On a peur en famille, on a peur du mari qu'on aimerait quitter, mais qu'on sait qu'il est très violent et qui pourrait vous violenter. Ce sont des peurs très, très réelles. Très, très réelles. Oui. Mais chez moi, en fait, les femmes, ils règnent quand même dans le roman, en fait. Elles ont un rôle très important. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mes femmes ne vont jamais être victimes dans mes récits. J'ai le droit, en fait, c'est mon livre, j'ai écrit ce que je veux, voilà. Et donc, je voulais vraiment montrer ce côté femme forte, et aussi des femmes qui... En fait, ce sont les hommes qui font la guerre, et c'est les femmes qui réparent après. Donc pour moi, les femmes, elles sont vraiment même si quelquefois elles sont tous des anti-héros en fait. Il y a mon livre, il n'y a pas de héros en fait. Ils sont tous un petit peu anti-héros, même les femmes. Mais ils sont quand même des femmes qui règnent un petit peu. Et aussi il y a cette génération en fait de nos mères, la génération de ma mère qui sont un petit peu les femmes fortes. Et d'autre côté, ma génération et les plus jeunes en fait qui sont complètement effacées. Pourquoi? Parce que peut-être
Pourquoi je ne sais pas, en fait. J'ai essayé de trouver ça dans le livre, pourquoi la jeunesse, elle ne veut plus faire rien, et leurs mères, elles sont là pour assurer, en fait, la vie du quotidien. Oui, elles tiennent vraiment. Oui. Alors, on a un peu l'impression que ce sont des archétypes. C'est vrai, la mère de ton héroïne, c'est vraiment la femme forte qui dirige tout, qui est un peu tyrannique par endroits. Un petit peu, mais ce que je montre après la guerre, ils restent, ils regardent. J'ai dit tous les jours, ils comptent. Ils avaient quel âge quand la guerre a commencé, quand leur vie était terminée. Et ils regardent la télé, le sport. Et en fait, ils font rien. Et comme la vie s'est arrêtée, mais la vie ne s'est pas arrêtée, il y a des enfants qu'il faut envoyer à l'école, il faut faire à manger, il faut payer l'électricité, etc. Donc les femmes, elles étaient là pour assurer en fait tout ce qui arrivait après. Et pour moi, comme j'ai dit au début, en fait, c'est ça qui m'intéresse, ce qui arrive après. Voilà. Et c'est ça qui t'a poussé à mettre en scène des personnages et surtout les femmes, féminins, les femmes, voilà. Et d'un pays et d'une unité. Est-ce que, en fait, cet humour aussi dont tu parlais, qui est un petit peu, selon l'expression consacrée, la politesse du désespoir, est-ce que c'était naturel pour toi, dont c'est le premier roman, je précise aussi, d'employer, que ce soit forcément un roman drôle par certains aspects, qui est plus tragicomique qu'autre chose? Absolument pas, je l'ai écrit comme un roman de post-apocalypse. Pour moi, c'était ça. Et je l'ai envoyé, le manuscrit, à mon éditeur en Bosnie. Et au bout de quelques jours, il m'appelle, il m'a dit « J'ai bien ri, c'était très drôle ». Et je me suis dit « Mais non, c'est bien mon manuscrit ». Et il m'a dit « Oui. ». Et là, j'ai compris que je me suis complètement trompée, que je voulais vraiment être un auteur, une écrivaine sérieuse, où les gens me... Voilà, mais je suis complètement partie. Et j'ai réfléchi pourquoi, en fait. Je suppose que je voulais me protéger. Je me protégeais moi-même, en fait, de ne pas écrire un roman complètement triste, complètement un petit peu sans intérêt, en fait. Parce qu'on bascule vite, en fait, sur les... Parce que moi, je ne voulais pas écrire ce qui s'est vraiment passé à ma famille pendant la guerre. Je ne peux pas écrire sur ça, ça me rend trop triste, trop... et comme j'ai dit, je ne voulais pas tomber dans le pathos. Donc je suppose que même, je ne voulais pas, mais j'ai utilisé en fait toutes ces blagues en fait pour me protéger, pour sortir en fait. Et en fait, la Bosnie est un pays tellement incroyable, il se passe des choses complètement hors de commun, qu'on n'est même pas obligé, on est même en vouloir en fait d'écrire des choses drôles, on n'est pas obligé, il faut juste, on transcrit ce qui se passe. Et déjà, on sort de commun. Pas vouloir aller vers le sombre et le douloureux, puisque on parle de Rouge Western, mais tes précédents romans mettent également en scène des femmes, et c'est pas toujours dans des situations très évidentes, très faciles, humainement, intimement, etc. Est-ce qu'il y a eu ce côté de vouloir te protéger et protéger aussi tes héroïnes indirectement Oui, certainement, se protéger, mais je pars aussi du point de vue que quel que soit le sujet que je traite, j'ai envie de transmettre une forme d'énergie de vie aux lecteurs et aux lectrices. Et c'est là où je sais vraiment que chaque livre, quel que soit le thème abordé, et c'est souvent des thèmes très, très, assez lourds et profonds, etc., je sais vraiment de créer un univers qui néanmoins à réfléchir de manière, je dirais, constructive à des situations tragiques. Puis ça m'amuse beaucoup, voilà, traiter des violences sexuelles avec un personnage qui est un chat, un chien, une femme de 1000 ans. En tant qu'autrice, ça m'amuse beaucoup. J'ai l'impression d'être dans une bande dessinée, un manga ou un conte fantastique chinois, et c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Mais je réfléchis beaucoup en termes de transmettre une forme de joie de vivre néanmoins aux lecteurs et aux lectrices, parce que ce qui m'importe, c'est, peu importe ce qui s'est passé, il y a la vie maintenant, et il faut continuer à la vivre et à essayer d'en jouir un minimum. Et en ce sens, l'humour devient un langage, en fait, plutôt qu'expliciter tout ça, ça va être l'angle d'écriture qui va le permettre de glisser comme un sous-texte.
Oui. ou comme une autre langue. Même. Oui, mais j'insiste aussi sur le fait de mélanger l'humour et le tragique en permanence. C'est un sentiment qui est assez vertigineux à vivre et à écrire. Et je trouve cette zone intéressante, en fait. Parce que la vie, elle est faite en permanence de tragique, de comique, voilà. Et c'est une autre chose qui vous relie, c'est ce côté, comme tu disais, profondément tragique et en même temps avec cette légèreté. Comme j'ai dit, en Bosnie, en fait, la vie, elle est tellement pas chère et on ne sait jamais ce qui demain peut arriver. On vit comme ça au jour à lendemain, si on dit comme ça, c'est ça. Et en fait, la vie, elle est beaucoup plus joyeuse, en fait, tous les jours, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. On essaye de vivre tous les jours un petit peu il y a beaucoup plus de poésie de tous les jours. Et est-ce qu'il y a un petit peu un âge, donc on le sait, Mademoiselle Vanina a plus de 1000 ans, presque un peu par hasard, au gré de ses vacances, elle repense à sa jeunesse, et il y a une sorte de prise de conscience, qui est en plus tout à fait d'actualité, avec, je dirais malheureusement, les actualités qui tombent presque questionnant. Est-ce que ça se faisait? Est-ce que c'est un mouvement très, très, très doux, qui en fait débouche sur quelque chose de grave? Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce qu'il y a un moment pour réaliser ce qui s'est passé plus tôt, notamment pour Mademoiselle Vanina? Mais je pense que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de se rendre compte que certaines choses qu'on a vécues étant plus jeune n'étaient pas normales. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps, et on le voit dans tous les témoignages à l'heure actuelle des femmes ou des hommes qui et dénoncent, etc. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai commencé à écrire le livre avant 2017. J'ai eu les prémices, et puis il y a MeToo qui est arrivé et qui n'a fait que confirmer ce que j'avais réalisé moi-même dans ma propre vie. Et qu'avant, je ne réalisais pas, alors que j'avais déjà 47 ans, à ce point du moins. Et donc, c'est un long processus de conscientisation, d'oser en parler, de l'affirmer, donc de choquer. C'est vraiment pas simple pour quelqu'un qui a été victime de décider qu'on va parler maintenant. Et voilà. Ouais. Et Sladjana, est-ce que cette héroïne, ton héroïne, elle a conscience, même si c'est diffus dans le roman, tout ce dont tu as parlé autour du traumatisme, clairement d'un pays marqué par la guerre, etc. Est-ce qu'elle a cette conscience un petit peu de vouloir s'en dégager, ou est-ce qu'elle a juste envie qu'on la laisse tranquille et de ne pas gérer tout ça et que ça appartient au passé? Je pense déjà, elle n'a pas de prénom. Oui, c'est voilà, j'ai choisi ça en fait pour même elle-même. Elle dit je vais pas vous donner mon prénom parce que il n'y a pas aucune importance en fait mon prénom. De toute façon, tout le monde l'appelle la petite. Et pourquoi? Parce qu'elle est consciente qu'elle compte pas ni pour sa famille ni pour la société. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, elle a rêvé de partir avec son petit copain en Australie. Lui, il est parti avant elle et il a oublié un petit peu. Une fois en Australie, je pense qu'il a complètement oublié qu'il a une copine. Donc, elle se retrouve, elle n'arrive pas à finir ses études. Elle vit avec ses parents et elle n'a pas de prénom. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut juste s'effacer dans ces conditions. Elle est consciente de tout ça. Donc, c'est pour ça elle veut juste rester chez elle et regarder la télé. Et une fois, sa mère l'envoie au village à l'enterrement de sa tante. Elle n'a pas envie et elle a aussi ces côtés, en fait, elle n'a pas d'empathie non plus. Ça ne l'intéresse pas, sa tante qui s'est étouffée comme ça avec un bout de poulet. Ça aussi, c'est assez drôle comment c'est décrit, même si la tante est morte. Voilà. Mais personne n'est en fait triste pour la tante. Ça aussi, il y a complètement... encore une fois, je parle de la Bosnie où la famille, c'est tout. Donc... les grands-parents, les petits-enfants, en fait, on était tous ensemble. Et là, d'un coup, on se retrouve dans une société où on n'a aucun scrupule de voir quelqu'un est mort, ça ne nous intéresse pas. On veut juste vendre la maison et les terres qui appartiennent à la famille et s'enrichir.
parce que chacun pense que l'argent va changer, en fait, cette apocalypse qui nous avait arrivé, voilà, que le capitalisme, bien évidemment, c'est un petit côté, voilà. Et tout le monde est persuadé, en fait, il n'y a plus de solidarité, parce que ce qui comptait pour nous, c'était la solidarité. Si vous avez un problème avec la machine à laver, si vous plante, vous appelez votre voisin qui est aussi un réparateur et il va vous réparer. Vous n'êtes pas obligé de lui payer, vous pouvez lui faire un café ou un petit déj. Et là, on se retrouve dans une société où l'argent compte plus que tout. On dirait la France des années 80. Oui, d'ailleurs, la mère de cette héroïne rêve de refaire la cuisine. On pense vraiment à ces publicités un peu kitsch, oui, et à ces rêves d'ascension assez kitsch au final. Et chacun a cette rêve, en fait, qui est souvent, il n'est pas... Voilà, refaire une cuisine. Et si on refait une cuisine, notre vie va changer. On va vivre mieux, mais on va rester nous-mêmes, en fait, même dans une cuisine toute refaite. En fait, on est... Et le donc, reste ne ils change rêvent pas grand. C'est ça aussi qui est... Parce que l'argent qu'ils vont gagner, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, chacun rêve d'avoir soit une voiture, soit... ce sont des petites choses, en fait, et ils pensent que c'est ça qui va changer la donne. Qui va les rendre plus heureux, alors qu'ils Exactement. Ils s'insultent et magouillent entre eux pour voir qui aura le plus d'argent. Ils ne voient même pas qu'ils ont perdu les choses qui sont le plus importantes, c'est la solidarité et l'empathie. Et l'entraide, voilà, c'est ça. Oui, ce côté d'entraide, de communauté, de vivre ensemble. Non, ça devient vraiment du chacun pour soi, pour quelques dollars potentiels en plus. Potentiel, voilà. Parce que ça a l'air compliqué quand même. Le travail sur la langue, donc je disais l'humour est une langue à part entière, mais chez toi, il y a aussi un travail sur les sonorités, sur les associations. Il y a des images complètement surréalistes dans ce roman, mais également dans tes textes précédents. Ce travail qui sculpte au final un univers et un nouveau langage. Comment travailles-tu ton écrit Mais c'est mon grand plaisir d'autrice, c'est de construire des images... parce que je considère que l'écriture, la littérature, c'est un art visuel. C'est un art des mots qui sont déposés sur du papier, qui vont rejoindre le cerveau des lecteurs, des lectrices, et qui vont percoler en d'autres images. Donc je trouve que je pense vraiment, quand j'écris, que le cerveau des lecteurs est une page blanche sur laquelle je viens déposer des couleurs, des images, des sons. Et donc je prends un plaisir d'orfèvre à construire ces images, à les fignoler. Et j'essaie de créer des images percutantes qui vont... C'est vraiment le désir d'emmener en voyage dans un univers particulier les lecteurs et les lectrices. Je travaille beaucoup sur... j'ai beaucoup écrit de la poésie. Ma première culture littéraire, c'est vraiment les poèmes, la poésie. Je suis tombée dedans très jeune. J'ai eu la chance de lire Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud à 8 ans, et j'ai découvert physiquement ce que pouvait donner comme onde de choc la poésie. Et donc, j'essaie de me nourrir de tout ça pour vraiment... travailler cet art visuel pour moi qui est l'écriture. Et puis il y a le jeu avec la langue, en effet. Je me suis vraiment permis dès le début de déconstruire le langage, d'expérimenter un vocabulaire, de créer des néologismes, etc. Et des associations. Des associations. Oui. Par exemple, mes titres, c'est vrai que je cherche toujours par exemple, il y a Marilyn Désossée, Poney flottant. J'essaie vraiment de créer des images comme ça un peu étranges, et des mots qui ne vont pas ensemble et qui créent une image. Voilà. Ça vient de la poésie pour moi, de tout le travail sur les mots, l'association des mots. Ouais. Et puis c'est le théâtre aussi, c'est le fait d'avoir énormément joué des textes d'auteurs, de dramaturges importants, très riches. Ça m'a donné un rapport à la langue orale aussi. Le fait d'apprendre par cœur des textes, ça m'a aidé à entrer de manière vraiment charnelle dans des écritures, et ça m'a beaucoup nourri. C'est drôle que tu as employé beaucoup de termes de l'artisanat, effectivement des arts visuels. Moi, j'avais pensé à de la sculpture par moments comme
Oui, tes textes étaient sculptés. Donc c'est. Ouais, c'est vrai, sculpter des mots pour autrui. Ouais, c'est un peu ça. Alors déjà, la traduction, c'est une chose. Ensuite, traduire l'humour, c'est quand même très compliqué. Est-ce que donc tu es francophone, comme on s'en sera rendu compte. Est-ce que tu as travaillé avec ta traductrice, donc Chloé Billon, ou comment ça s'est passé ce travail-là? Non, Chloé, elle fait un travail exceptionnel. Donc, elle n'avait pas besoin de mon aide. Elle traduit beaucoup d'ouvrages de serbo-croate. Comme elle dit, la langue s'appelle bosnien, serbe, croate, monténégrin. Voilà. Comme ça, tout le monde est d'accord. Quand on parle entre nous, on dit notre langue. Voilà, ça c'est plus court. Notre langue, en fait, et à la maison d'édition, quand on met serbo-croate, je sais que la langue n'existe plus, qu'on fait tout pour prouver qu'on ne parle pas la même langue. Mais vous savez, on n'est pas obligé de se traduire entre nous. Un livre publié en Serbie, on le lit facilement à Zagreb ou en Bosnie, à Sarajevo, sans problème. Et c'est pour ça, en fait, en fait, de glisser ça serbo-croate, c'était un petit message politique. J'aime bien comme ça glisser des petits messages C'était mon idée. Donc, l'éditeur était un petit peu réticent parce que la langue n'existe plus. Mais Chloé, elle n'avait aucun problème. Elle traduit beaucoup, en fait, aussi. On a beaucoup de dialectes, surtout les Croates. Ils ont beaucoup de dialectes, donc elle est capable de traduire ça. Et moi, j'ai écrit sur une langue standard, donc elle n'avait vraiment pas besoin de mon aide. Et ce qui m'a surpris dans son travail, c'est que j'habitais à Paris pendant, on va dire, plus de 10 ans. Et je fais beaucoup de blagues. Et au début, les gens ne comprenaient pas. Donc, chaque fois, j'ai été obligée de dire « c'était une blague ». Voilà. Et là, pour la première fois, Chloé traduit mon roman et les gens ils disent « ah, tu es tellement drôle ». Et ça fait 15 ans que j'essaye de prouver que je suis drôle. Et c'est grâce à Chloé que les gens ils découvrent que que je suis quelqu'un de... Voilà. Et est-ce que les lecteurs dans votre langue ont saisi cet humour? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un roman drôle ou au contraire, justement, pas du tout? Je vais vous raconter une histoire qui parle de mon roman. Il est sorti en Bosnie le premier jour de confinement, en mars 2020. Voilà. Donc pendant 2 mois, je ne l'ai pas vu, mon roman. Il était bloqué quelque part. Personne et des lunettes de protection. Il m'a donné mes exemplaires. Donc, que j'ai mis sur un balcon je ne sais pas, qu'il sèche, qu'il n'y a pas de... J'avais peur que mon livre va me tuer. Donc, le destin de mon livre était un petit peu fini dès le départ. Et direct. Et grâce à un prix que j'ai gagné en Union européenne, c'est que mon livre a eu une deuxième vie, une deuxième chance. Mais c'est drôle, quand je parle partout en ex-Yougoslavie, tout le monde me connaît comme l'écrivain des nouvelles. Ils n'ont pas eu connaissance encore. C'est maintenant que les gens découvrent que j'écris un roman, maintenant qu'il est traduit en français, en italien, et maintenant les gens disent « ah, bah, tu as un roman !» Donc, ce qui m'a vraiment touchée, qu'il y a une écrivaine bosnienne très connue, Tanja Stubar-Trifunović, peut-être Rad. Elle est partie à l'hôpital et à un moment donné, il y avait plein de choses qui lui avaient arrivé à l'hôpital et tout, et elle s'est dit j'étais dans ton roman. Donc je me suis dit voilà, je suis compris. Tu parlais du prix en question, qui est une autre chose qui vous relie. Vous avez toutes les deux gagné le EUPL, qui est le prix, en français ça donne prix de littérature de l'Union européenne, qui est un prix donc, qui récompense des jeunes auteurs et autrices issus de l'Union européenne un peu étendue, et qui permet des échanges et de la traduction notamment. Donc vous êtes toutes les deux traduites. Qu'est-ce que ce prix vous a apporté donc, d'une manière générale? Tu en as donné quelques exemples, Sladjana, peut-être il y en a d'autres. Isabelle Moi, ma vie a changé carrément, ma vie littéraire, puisqu'en effet, j'ai vu mon livre traduit dans une douzaine de langues, dans des
en Croatie notamment. Donc j'ai découvert aussi en serbe aussi. Enfin oui, maintenant je ne sais plus si c'est serbe, enfin dans l'autre langue. Je vais vérifier. Mais donc la possibilité de rencontrer des éditeurs en dehors de la Belgique et un autre public, enfin, énormément de ventes. Donc l'histoire que j'avais écrite, qui a été publiée en Belgique, s'est retrouvée dans un parcours européen, je dirais. Et ça, pour moi, c'était très intéressant parce que je me rendais compte que cette histoire pouvait concerner d'autres cultures et ça a changé mon rapport à l'écriture en fait. Maintenant, quand j'écris, je pense vraiment à la possibilité que mon livre pourrait intéresser d'autres cultures. Et ça a ouvert quelque chose. Et puis des invitations dans des festivals internationaux. Vraiment tellement intéressant. Au Mexique, en Chine, à Madrid, Chaumont, bientôt. À Madrid. Et c'est une vie passionnante en fait. C'est la vie voilà, des rencontres avec des auteurs, des autrices. Enfin, c'est tellement d'une richesse et ça vient nourrir mon écriture évidemment. Oui, c'est extraordinaire. Moi, j'attends toujours que ma vie change. Moi, j'étais pas invitée au Mexique. Bon, à Chaumont, déjà, c'est quand même Chaumont, début pour le changement de vie. Je suis très contente. Et même, il fait beau, en plus. En plus, il fait beau, voilà. Donc, ce prix, toi, que t'a-t-il? Il a permis, donc j'imagine, c'est ce qui a permis, oui, facilité en tout oui. cas la traduction en français. Tu as cité l'italien également. On va dire qu'il a vraiment permis, grâce à ce prix, où il y a 4 millions d'habitants. Donc, honnêtement, les éditeurs, ils ne se bousculent pas en fait pour traduire. C'est pas, il faut vraiment gagner un prix, il faut être vraiment top de top, qu'ils commencent à s'intéresser à vous. Donc, j'ai appris ça. Il n'y a pas de petite langue, mais honnêtement, si, c'est quand même, c'est ça en fait. On n'est pas nombreux, il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent en fait un serbo-croate. J'ai ajouté encore slovène aussi. Ça fait beaucoup. Et donc, grâce à ce prix, en fait, j'ai réussi en fait à toucher une public plus large, voilà. Et ça me touche beaucoup que même en Italie, en fait, je parle pas italien. Mais il y avait un article dans un Corriere della Sera et où c'est écrit, j'ai juste compris qu'il adore en fait le roman. Et ça me touche énormément que mon roman, ils vont lire pas juste quelques personnes en Bosnie ou en Serbie ou en Croatie, mais aussi un petit peu, je ne sais pas, à Rome, quelque part, il y a quelqu'un qui va ouvrir mon livre, il va le lire. Et s'y retrouver. Et il va comprendre, et qui va peut-être apprendre quelque chose sur la Bosnie d'aujourd'hui. Et ce qui est formidable aussi, c'est que le fait d'avoir des retours de lecteurs étrangers vous apporte un nouvel éclairage sur ce que vous avez écrit. Donc ça, c'est une notion vraiment, c'est tellement riche, quoi, c'est vraiment, oui, ça m'aide vraiment à écrire la suite, moi. Et de se comprendre, en fait, que les gens comprennent, en fait, ils sont là, de ce qu'on écrit. Ça aussi, c'est parce que quand j'écris, je sais que les gens en Bosnie, en Croatie, en Serbie vont comprendre la mentalité, mais le transmettre des gens qui connaissent peut-être rien du tout, en fait, sur les Balkans, c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, ça permet vraiment voilà. une ouverture et un échange, comme tu viens de le dire, Isabelle. Est-ce que vous auriez des questions, remarques? Non, pas de remarques. Moi, j'ai une question qui est moins drôle pour finir notre échange, mais est-ce que le contexte international, qui est pour le moins sinistre, vous donne envie de continuer à justement conserver ce décalage, cet humour dans votre écriture, ou est-ce qu'il a une influence sur votre réflexion et sur vos projets d'écriture? Énormément d'influence. Moi, je peux dire que après la crise, durant la crise Covid, j'ai vraiment perdu le monde
atteint des sommets de dystopie qui sont, enfin voilà, comment écrire encore, sur quoi écrire, quel sujet aborder, enfin c'est vraiment complexe. C'est en m'éloignant un peu de l'Europe, parce que j'ai eu la chance donc d'aller au Mexique et d'y rester un moment, que j'ai réussi à retrouver une forme de quitter l'Europe, la voir de loin et d'aborder d'autres cultures justement et d'autres points de vue, d'autres mentalités, d'autres manières d'aborder la vie, d'autres problèmes. Ça m'a aidé un peu à me recentrer et à oui, bien sûr, on va continuer à écrire. Mais oui, c'est clair que c'est d'une telle violence ce qu'on vit que d'une manière ou d'une autre, pour continuer à créer, il faut un minimum, pas se protéger, mais pour garder la créativité. C'est tellement d'énergie d'écrire un livre, de se laisser déborder par une histoire qu'il faut être dans un bon état mental, je dirais, pour le faire. Et oui. Moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait avec mon prochain roman qui va paraître en mars 2025 en Bosnie. Quand j'écris et je me demande si mon sujet en fait il est suffisamment pertinent, parce que j'ai pas envie d'écrire sur les choses comme ça loufoques où les gens vont rigoler un petit peu et après je veux que les gens ils lisent mon livre, qu'ils obtiennent quelque chose de moi en fait, de mon écriture, qui ça reste en eux. Vraiment, à un moment donné je voulais arrêter d'écrire. J'avais des hauts et des bas, en fait. Je l'ai toujours, en fait. Même là, je me suis dit, peut-être on va arrêter, peut-être je peux ajouter quelque chose. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, j'ai dit, à quoi sert écrire? Qui va lire nos livres? Je pense toujours que les gens ne lisent plus, en fait. Mais même s'ils ne lisent pas, en fait, moi, je suis obligée d'écrire. Maintenant, c'est une passion, et ça nous rapporte un petit peu de fantaisie dans la vie, pas juste écrire, mais à lire aussi. Donc la vie ne vaut pas sans fantaisie. Mais c'est tout le rapport à l'imaginaire. Enfin, on en a tellement besoin pour nous aider à surmonter certaines épreuves, à les dépasser, à inventer, pour continuer à inventer. Oui, à s'éloigner aussi de la réalité à laquelle on est confronté, que ce soit par les informations, par... Oui, mais il y a être capable de réagir. Voilà. Quelle réponse on apporte à tout ça? Je pense que voilà, c'est pour ça, je crois que les plonger dans l'imaginaire, dans des récits, c'est d'une importance totale. Donc, si je comprends bien, vous... Mais je vais écrire. Viens en Belgique. Je vais venir. Merci Slađana, merci Isabelle. Merci Il est temps de les libérer avant les retours pour qu'ils puissent signer la petite librairie qui est sous le soleil, éblouissante dans la cour, librairie La Une. Merci à vous de votre attention et merci à vous deux. Merci beaucoup.